J'aimerais, avant de céder la place à ceux qui ont organisé, prendre deux questions de la salle. Je privilégie plutôt des femmes, plutôt des jeunes. Faites-moi signe, c'est normal. On vous amène les micros. S'il vous plaît, deux questions dans la salle. J'aimerais vous poser en fait une question à tous les intervenants. C'est par rapport en fait aux IDE. Donc, quand on a le produit du Maroc en fait à vendre à un investisseur, on va à l'étranger, on va le chercher. Est-ce que vous ne croyez pas que les bons ambassadeurs, comme les exemples des Turcs, c'est les grands groupes turcs, un grand groupe marocain qui est déjà installé, est-ce que ça ne facilite pas la donne? Ramener en fait un étranger, il se pose en fait la question pourquoi les locaux en fait n'investissent pas en ce pays, tout d'abord. Ils sont fous les gens de Renault, je comprends. Non. Merci beaucoup. Allez, on va prendre une deuxième question. Présentez-vous, on vous écoute. Bonsoir, Taleb Nima, directeur général de Julien.ma. Donc je sais que c'est un petit peu le vilain petit canard, donc je vais parler au nom d'une autre industrie qui est l'industrie des services. Donc, je sais que c'est un gros mot ce soir. Donc c'est une question un petit peu à, si vous voulez, la filière du financement, qui va être un des problèmes, une des issues pour vraiment ce secteur de développement. Du fait de la tendance qui a été décrite avec beaucoup de talent et de précision, il y a cette tendance qui dit que l'industrie a tendance à fondre, à disparaître, ou en tout cas, il y aura une asymptote à 10%, etc. Surfer la vague de cette désindustrialisation, c'est bien gérer la vague de la tertiarisation dont vous avez parlé. Pour cela, il faut accompagner le développement des services et faire des leaders africains, des leaders nationaux de cette industrie. C'est une industrie, celle des services, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que, par exemple, le secteur financier peut faire, contrairement à la situation actuelle où c'est très difficile d'avoir des sûretés comme... Vous êtes une belle boîte, vous n'avez pas de soucis là-dessus. Alors, il y a celles qui sont financées, on n'a pas de soucis, mais j'empathise avec ceux qui n'ont pas un investisseur. Vous avez besoin de l'écosystème. Exactement. Il faut les autres aussi. Exactement. Merci. Toute dernière question, je n'ai pas eu de table. Hanna, ancienne de Lyon. L'industrialisation, on comprend que oui, il y a un élan, il y a un effort national, c'est important, on doit le faire, mais quid des accords de libre-échange? Est-ce que c'est pas contradictoire? Je ne suis pas économiste, je suis juriste, mais je peux comprendre que les grands pays développés ont d'abord été protectionnistes pour pouvoir s'industrialiser, ils se sont ouverts bien plus tard. Donc comment on va faire concrètement? Madame Oultiera, j'ai une question sur la tertiarisation des services. Le Maroc a opéré un virage sur la tertiarisation donc, il y a déjà quelques années. Il faut savoir si ça rentre forcément en contradiction avec l'industrialisation du pays. On parle souvent des thématiques de désindustrialisation, je pense à la France notamment. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un débat pertinent, je veux dire, d'opposer le secteur des services à la désindustrialisation ou à la réindustrialisation, ou est-ce qu'il ne faudrait pas les laisser respirer tous les trois en sauvant sur des avantages compétitifs de chacun des secteurs et tirer le meilleur? On va laisser le banquier réagir. Je vais être très rapide sur le sujet de libre-échange parce que je ne vais pas du tout le voir du point de vue du praticien, mais encore une fois du point de vue du financier, en disant il y a une bulle. Et les bulles, finalement, ça peut être aussi un incentive caché pour l'importateur. Quand on a baissé les tarifs douaniers, quand on a ouvert une infrastructure, disons, de très grande qualité, quand on a structuré un peu le secteur de la distribution moderne, on a d'un seul coup ouvert un robinet à l'importation. Parce qu'en plus, les taux d'intérêt étant bas, le crédit à la consommation étant disponible, etc., tout le monde se précipite d'abord sur l'importation. Donc il y a quand même un sujet, mais qui tient plus de la balance des paiements que du sujet de l'industrialisation. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que c'est une illusion de penser qu'on peut développer une industrie compétitive à l'abri de barrières douanières dans un pays aussi petit que le Maroc. C'est un petit pays en matière de taille de marché. Donc le sujet n'est pas tant l'accord de libre-échange, il est dans les incentives cachés aux importations et aux barrières cachées aux exportations. Merci beaucoup. Mais attendez, vous avez le micro. Et le financement du tertiaire? Financement du tertiaire, moi je reviens toujours à une approche bottom-up. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun a priori sur un secteur. On part du principe qu'un dossier bien expliqué à son banquier est un dossier qui passera. On se dispute
des crédits puisqu'il n'y a plus de croissance. On n'a plus de croissance des crédits. Les crédits d'une année sur l'autre ne croissent que de 3%. C'est en gros un phénomène d'inflation au point. Donc il n'y a plus de croissance. On se dispute les bons projets. Donc un bon projet dans le tertiaire sera financé. Ce qui le sera peut-être moins, c'est un bon projet dans le tertiaire, mais d'une start-up. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de financer une entreprise qui n'a pas elle-même les fonds propres, dont le promoteur n'a pas montré qu'il a pris, lui, des risques plus importants que la banque. Et ça, c'est partout dans le monde. Donc il ne faut pas mélanger le sujet de financement des services avec le sujet de financement de la start-up. Le financement de la start-up ne se fait pas par la dette, il se fait par l'equity. Merci. Hakim Rachid. Je voulais réagir par rapport à la question sur l'exemplarité des investisseurs marocains. J'aurais une autre remarque, et je vous la rends. Comme on a un public disons, relativement jeune pour certains, je constate qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes dans l'industrie. Je constate aussi que les groupes industriels ne privilégient plus la transmission de leur patrimoine industriel à leur descendance. C'est-à-dire que la descendance n'est plus très intéressée. Moi, ça me questionne plus que celle de ne pas... Pourquoi c'est moins sexy? Bon, parce que je me répète, c'est parce que c'est compliqué et pas très profitable. De moins en moins profitable. C'est pas que c'est pas profitable, c'est difficile de gagner de l'argent dans l'industrie. Et c'est quelque chose qui doit changer. Et donc, je demande à chacun de militer dans ce sens. L'image d'industriel... Il y a de la place à prendre. Non, l'image d'industriel n'est pas bonne dans ce pays. Parce qu'il y a des choses qui sont anciennes, qu'on a gardées à l'esprit, et qu'on doit corriger cette vue-là. Et tant qu'on ne l'a pas fait, il n'y aura pas ce contrat de confiance qui permettra effectivement à l'État de croire dans ses capitaines d'industrie et les capitaines d'industrie de croire dans ce qu'annonce l'État. Par exemple, finalement, TIES, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont profité de TIES. Parce que c'est très très compliqué. C'est pas parce que le ministre a fait quelque chose de compliqué, c'est parce que les gens qui sont dans l'administration ont compliqué les jeux. Et donc, après, peut-être qu'on aura des bons groupes industriels. Si vous investissez dans l'industrie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une TIES d'abord? Beaucoup de gens. Oui, TIES, c'est un programme qu'on avait mis en place. Et franchement, ça a été une vraie révolution au niveau des dettes du ministère des Finances, parce que l'État donnait 20% en subvention à des industriels, donc du capital privé pour qu'ils puissent investir. Vous imaginez? L'argent du contribuable, l'argent du contribuable qu'on donne aux capitalistes. Donc vraiment, ça a été une grande bataille. On a réussi à arracher cette bataille. Et donc après, il fallait le distribuer à travers les banques, puisque l'investisseur à ce moment-là apportait 20% en fonds propres. L'État mettait 20%, ça faisait les 40% demandés par un ratio 40-60, et les banques faisaient le reste du travail en finançant les 60%. L'industriel a dit qu'il y a très peu de gens qui sont allés, parce que dans son esprit, dans sa perception, c'est compliqué, c'est trop de papier, il faut que je fasse l'accueil, j'ai encore une fois affaire au gars d'administration, il va me demander le cachet, dans sa tête c'est comme ça dans l'industrie. Bon, c'est quand même les banques qui aident le client à préparer son dossier. Donc la réalité, c'est la bonne relation avec son banquier. Nous sommes fiers d'avoir plus de 30%, à Tijari-Wafaban, plus de 30% de parts de marché de succès, de dossiers retenus dans le cadre d'ITS. Pourquoi? Parce qu'on va sélectionner patiemment nos clients les plus méritants. Et ce que je dis, c'est que, ce que j'ai dit tout à l'heure en privé à M. Chaly, c'est que les volumes ont doublé. Les volumes de dossiers ITS acceptés ont doublé cette année par rapport à l'année précédente. Il faut un temps pour que le programme soit connu, il faut un temps pour que les réseaux bancaires se rodent, il faut un temps pour que finalement le bouche à oreille fonctionne. Donc les rendez-vous de l'année dernière, je crois qu'il y a 2 rendez-vous par an. À chaque rendez-vous, il n'y avait que 50 dossiers qui étaient choisis. Cette année, dès le premier rendez-vous, il y en a eu 100. Est-ce qu'ils vont refaire un deuxième rendez-vous cette année? Je ne sais pas, ça dépend de leur budget. Il faut peut-être aussi indiquer que la subvention est plafonnée à 5 millions de dirhams. 20% plafonné à 5 millions de dirhams, c'est très bien. Je voudrais réagir sur les 2 questions qui ont été posées sur les ALE et les services. Oui. D'abord les services, moi franchement je ne pense pas qu'on est on ne devrait pas mettre en opposition développement de services et développement d'industrie. Ça peut se faire d'une manière harmonieuse dans un pays tel que le nôtre. Il y a de la place franchement pour développer les services et développer l'industrie. Je veux dire franchement, on va dire autrement, est-ce qu'on a le choix? Il faut qu'on mange ce qu'on trouve. Tu peux le dire de cette façon-là, mais bon, moi je pense qu'il y a services et industrie. Pour les accords de libre-échange, franchement,
si Renault sont venus, c'est parce qu'ils avaient 1 milliard d'individus qui pouvaient racheter leur voiture duty free à partir du Maroc. Donc, si vous voulez, la question ne se pose même pas. Il faut absolument se dire que notre marché naturel, ce n'est pas les 30 millions de Marocains, 50% étant dans les campagnes et les autres 50%. Oh, le HCP va nous dire le contraire. Bon, d'accord. Mais c'est les 1 milliard d'individus qui se trouvent. Deuxièmement, on ne peut pas développer de véritable industrie, comme il disait, sous une, je dirais, en étant protégé. Et troisièmement, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. Donc, on a fait tomber toutes les barrières, surtout avec les Européens. Et quatrième point que j'ajouterais sur la service, sur les ALE, il y a de bons ALE et de mauvais ALE. Et certains mauvais ALE ont été faits parce que c'était pour des raisons politiques, pas pour des raisons économiques. Et d'autres, des ALE qui n'étaient pas trop mauvais, il y a des articles qui sont mauvais. Vous savez pourquoi ils étaient mauvais? Parce que c'est un manque d'expertise de notre côté. Parmi je dirais, de la part de nos négociateurs, quand vous avez en face des Américains qui vous ramènent des gars qui, franchement, avaient beaucoup d'expertise, etc., que nous, malheureusement, avec nos moyens, on fait ce qu'on peut. Donc parfois, il peut y avoir des choses, sur les médicaments par exemple, qui peuvent ne pas être les meilleurs, négociés de la meilleure façon. L'actuel gouvernement vient de signer, dans le cadre de l'accord de libre-échange des États-Unis, je dis ça à l'opposition, ça peut être utile, un décret dans lequel, dans le cadre des accords de libre-échange, il permet à toutes les universités publiques ou privées américaines d'investir au Maroc en offshore, en bénéficiant de tout ce que l'État peut, enfin, ça leur coûte rien, ils ramassent tout. Et évidemment, le gouvernement s'est beaucoup battu pour obtenir la réciprocité. Donc c'est bon. Allez, mon cher, il va donner la parole pour la conclusion. Alors, juste une réflexion qui rejoint d'ailleurs la question sur les ALE et ce qu'a dit M. Marrakchi sur la rentabilité relative de l'industrie par rapport à il faut faire l'argent. En fait, lorsqu'on regarde, c'est assez amusant de voir en fait que toutes les histoires d'industrialisation sont des histoires où l'État s'est dit comment je vais enrichir les industriels. Depuis le début. Alors, depuis en Angleterre, la façon dont l'État enrichissait les industriels pour parce que spontanément, on ne va pas dans l'industrie. C'est risqué, c'est exposé à la concurrence internationale. C'est-à-dire que le risque, le rendement ajusté par le risque n'est pas attractif dans l'industrie, spontanément, sans distorsion. Si on laisse faire le marché, on ne va pas dans l'industrie. On va ailleurs. Plus facile, bien plus rapide, moins risqué, etc. Donc le problème des gouvernements depuis l'Angleterre du XVIIIe siècle, c'était comment construire de la rentabilité dans l'industrie par rapport aux autres secteurs. Ce qu'a trouvé l'Angleterre, c'était la misère ouvrière. C'était abolir les cornlots, par exemple. Un économiste comme Ricardo, il était à la solde des industriels, et son problème, c'était de réduire le tarif sur le blé pour réduire les salaires ouvriers. Ensuite, en Allemagne, Bismarck, il a réglementé le prix de l'agriculture pour maintenir des salaires ouvriers très faibles. Ensuite, alors les États-Unis, c'est un cas très intéressant, parce que vous évoquez les accords de libre-échange avec les États-Unis. Ce que fait le protectionnisme, c'est précisément de donner de la marge et de la rentabilité aux industriels nationaux, parce que ça permet de maintenir des prix élevés. Le premier secrétaire au Trésor américain, où il avait mon âge, il s'appelle Alexander Hamilton. C'était le secrétaire au Trésor de George Washington. Il a écrit une lettre, un rapport au Congrès américain en 1792, qui s'appelle Report on Manufactures. C'est un rapport très intéressant, très bien écrit, très court, où il décrit très simplement en 10 pages ce que va être la politique américaine dans le siècle à venir. Il explique comment les États-Unis vont devenir une superpuissance par rapport à l'Angleterre. Et l'axe majeur de sa politique manufacturière, d'industrialisation, c'est le protectionnisme. Et les États-Unis, au XIXe siècle, sont le pays le plus protectionniste du monde. Le plus protectionniste du monde. Et ils ont construit leur industrie à l'abri de barrières tarifaires très lourdes. Ensuite, il y a eu les Asiatiques. Eux, leur stratégie, c'était la sous-évaluation du taux de change. Et aussi la flexibilité. Bon, il n'y a pas de salaire minimum dans les pays asiatiques. La Malaisie vient de négocier un salaire minimum, enfin vient d'adopter un salaire minimum à 150 $. 150 $. 2 fois moins que le Maroc. Après 15 ans de négociation. Donc, c'est des pays, il y a une dévaluation sociale, une dévaluation monétaire, des barrières tarifaires, et j'ajouterai le dernier point, c'est la banque. Dans tous ces pays qui se sont développés, mais quasiment sans exception, il y avait des banques publiques. Sans exception. Je regardais récemment la politique du crédit en Corée. En Corée, dans les années 80, 50% du crédit était donné à l'industrie manufacturière. Et c'était des banques publiques ou des banques, disons, avec l'amicale pression de l'État. Et ils mettaient des distorsions très fortes. Donc, ce que
fait le protectionnisme, c'est qu'il augmente, en fait, il permet à des industriels de s'acheter des voitures de luxe. En gros, c'est ça. Et aujourd'hui, on n'a pas ces armes. Et on ne peut pas se munir des mêmes armes. Donc on joue. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il est probable que les industrialisations comme ce qu'on a vu dans les années 60-70 soient plus possibles. On n'a plus les mêmes instruments, on ne va pas revenir au protectionnisme. Parce que non seulement c'est pas possible, parce qu'on est tenu par des accords internationaux, mais aussi parce que sur le plan du bien-être de la population, c'est bien d'avoir des produits pas chers. Merci beaucoup.